Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La majorité salue une réforme de courage et de justice. La droite dénonce un nouveau matraquage fiscal après le choix du gouvernement d'abaisser le plafond du quotient familial. Et c'est toujours l'impossible consensus sur la politique familiale, sujet sensible s'il en est. Notre invité ce soir, c'est le président UMP de la Commission des finances du Sénat, Philippe Marini, dans un instant. Le dénouement de la primaire UMP à Paris consacre la victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a été élue dès le premier tour à 58% des voix. Mais le défi à venir est immense pour l'ancienne ministre qui va donc affronter Anne Hidalgo au municipal de 2014 et aussi rassembler une droite parisienne aux rancœurs exacerbées. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy rencontre à Londres le Premier ministre britannique David Cameron. Auparavant, l'ancien chef de l'État a tenu une conférence devant les représentants de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, le tout en compagnie de son ancien ministre François Baroin. Les images dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Et on commence ce journal par la situation en Turquie. Pour la 4e journée consécutive, les affrontements se sont poursuivis entre policiers et manifestants hostiles au Premier ministre Erdogan. Ce dernier a nié aujourd'hui toute dérive autoritaire et rejeté l'éventualité d'un printemps turc. Et malgré une situation toujours extrêmement tendue ce soir sur la place Taksim, eh bien le chef du gouvernement a quitté le pays pour une tournée au Maghreb. Les détails avec Tam Tranoui. Fuir le gaz lacrymogène, les balles à blanc ou les canons à eau et réinvestir la place Taksim quelques heures plus tard. Ces scènes sont très fréquentes à Istanbul depuis vendredi. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées. Pas de quoi décourager les manifestants. Actuellement, plusieurs milliers de personnes manifestent toujours place Taksim. À l'origine de la contestation, la suppression de l'un des poumons verts d'Istanbul, le parc de Gezi, que le pouvoir a prévu de remplacer par un centre commercial. Mais le mouvement s'est durci. La foule dénonce aujourd'hui la dérive autoritaire du Premier ministre Erdogan, également président de l'AKP. Nous en avons assez de la façon dont Erdogan interprète la démocratie et la manière dont il veut imposer ses règles. Ce n'est pas seulement ici dans ce parc, c'est tout ce qu'il se passe depuis 10 ans. Les gens sont en colère, vraiment en colère. Dimanche, un jeune homme de 20 ans est mort, percuté par un taxi alors qu'il participait à une manifestation antigouvernementale. Au total, les organisations de défense des droits de l'homme parlent de plus de 1000 blessés à Istanbul, 700 à Ankara. La violence de la répression choque l'opinion internationale. Laurent Fabius demande à la Turquie de faire preuve de retenue. John Kerry s'inquiète d'un usage excessif de la force par la police. Le président turc a tenté un appel au calme ce matin. Mais pour le Premier ministre, tout ceci n'est qu'un stratagème de l'opposition laïque. En réalité, la question des arbres du parc Gezi n'a été qu'un déclencheur. C'est le principal parti d'opposition qui est derrière ces événements. Ils ont toujours collaboré avec les extrémistes. Malgré ces manifestations, Tayyip Erdogan a maintenu sa tournée de 4 jours au Maghreb. Le Premier ministre est parti aujourd'hui. Les Turcs, eux, l'attendent de pied ferme. Et j'ajoute que ces manifestations anti-gouvernementales en Turquie sont l'occasion pour le régime syrien, oui, le régime syrien, de se moquer de l'ennemi turc. Ainsi, depuis quelques jours, de nombreux officiels du régime de Bachar al-Assad succèdent dans les médias locaux pour appeler à la démission du Premier ministre Erdogan et au respect des aspirations du peuple turc. On rappelle qu'en Syrie, la guerre a fait plus de 94 000 morts depuis mars 2011. Dans l'actualité ce soir, elle portera sans surprise les couleurs de l'UMP pour les municipales de Paris en 2014. Donnée largement favorite, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est qualifiée d'office avec 58% des votes. Franche victoire donc pour l'ancienne ministre qui a calmé ce soir les ardeurs de ses concurrents dans son propre camp après des jours de tension et de rancœur exprimée. On voit tout cela avec Julie Hulin. Nathalie Kosciusko-Morizet, 11 675, soit 58,16% des voix. 19h20, fin du suspense. Sans surprise, Nathalie Kosciusko-Morizet prend la tête de la primaire UMP à Paris. Quelques sourires pour la photo,
mais aucune déclaration dans l'immédiat. Elle la réserve pour son QG de campagne. Les 3 autres candidats sont assaillis par les journalistes et partagés. D'un côté, le bonheur d'un score inattendu. Moi, personnellement, tout le monde m'avait dit, mais t'es un pauvre candidat là-dedans, qu'est-ce que tu viens faire? Et je fais autant que les candidats les plus médiatisés. Donc, moi, je suis ravi. De l'autre, l'amertume de ceux qui avaient dénoncé depuis vendredi les irrégularités et demandé la suspension du vote. Oui, c'est elle qui est désignée, manifestement. Donc, il appartient à Nathalie Kosciusko-Morizet de maintenant établir les meilleures conditions pour que le rassemblement se fasse derrière elle. Moi, je souhaite être positif. Je souhaite que ma famille réussisse pour l'avenir, qu'elle tire les conséquences de ça et qu'on prépare les élections municipales dans de bonnes conditions, même si j'aurais préféré qu'elles soient meilleures dès aujourd'hui. Mais c'est comme ça, allons de l'avant. L'heure est au rassemblement, mais finalement, même le superviseur de l'élection semble circonspect. C'était pas mieux avant quand il y avait un chef à l'UMP qui décidait c'est moi le candidat? Oh oui, moi j'ai connu cette époque, c'était une époque heureuse, oui, c'est vrai. Plus simple. Ah, c'était plus simple. Alors que l'UMP attendait de 50 000 à 60 000 votants, ce sont près de 23 300 personnes qui ont voté depuis vendredi. Le duel Nathalie Kosciusko-Morizet-Anne Hidalgo est désormais engagé pour les municipales de 2014 à Paris. Emploi du temps chargé pour le ministre de l'Intérieur en visite en Corse. Manuel Valls, arrivé ce lundi après-midi sur l'île de Beauté, a entamé son déplacement par une étape à Bastia avant Ajaccio, où il est question d'économie, d'institutions, mais aussi et surtout de sécurité. Et la visite du ministre a été un peu perturbée par certains élus corses qui protestent contre les propos de Manuel Valls. Il avait affirmé, je cite, que la violence est parfois enraciné dans la culture insulaire. Le ministre maintient ses propos et appelle la population au sursaut. Et à noter que la garde des Sceaux a annoncé aujourd'hui un plan de 33 millions d'euros pour renforcer la sécurité des prisons. Cette annonce de Christiane Taubira s'inscrit dans un climat judiciaire tendu après les manifestations répétées des surveillants et directeurs de prison ou encore l'évasion de Redouane Faïd, finalement arrêté la semaine dernière. Dans l'actualité, ce soir, la majorité salue une réforme de courage et de justice. La droite, quant à elle, dénonce un nouveau matraquage fiscal après le choix du gouvernement d'abaisser le plafond du quotient familial. Et c'est toujours l'impossible consensus sur la politique familiale, sujet sensible s'il en est. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. Il a tranché. Le Premier ministre ne touchera pas aux allocations familiales. Elles continueront d'être versées de façon égale à tous les enfants de toutes les familles. Mais en même temps, il faut trouver des solutions pour financer. Des solutions présentées ce matin avec une mesure phare, la baisse du quotient familial à partir de 2014. Ce quotient permet aux foyers de bénéficier d'allègements d'impôts pour compenser le coût que représente l'éducation des enfants. Plafonné à 2 000 € par demi-part, il sera ramené à 1 500 €, soit une hausse d'impôt d'environ 750 € par an et par famille. 1 300 000 ménages seront concernés. Moins de 12% des familles seront concernées. Cela veut dire que ce sont les familles les plus aisées qui vont faire un effort supplémentaire. Parmi les autres mesures annoncées, la suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité dans le secondaire, la réduction de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, ou encore la baisse de la prime de naissance. De 900 € environ pour le premier enfant, elle sera divisée par 2 à partir du deuxième. En contrepartie, le Premier ministre a annoncé la création de 275 000 nouvelles places d'accueil pour les moins de 3 ans. Objectif pour le gouvernement, trouver près de 2 milliards d'euros d'économies dans la branche famille de la sécurité sociale d'ici 2017. Et à notre compagnie ce soir, sur le plateau du 22h d'abord, l'invité politique Philippe Marini. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes président UMP de la Commission des finances du Sénat. Avec nous également Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur général adjoint de l'IFOP. Et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Philippe Marini, d'abord l'actualité ce soir, c'est la politique familiale. Justice et solidarité entre les familles françaises. Ce sont les deux principes qui ont été privilégiés dans ces arbitrages, affirme le gouvernement. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, on a l'habitude de ces paroles ronflantes. On a aussi entendu il n'y a pas longtemps Monsieur le Président de la République dire que les augmentations d'impôts c'était terminé. Donc on voit ce que pèse cette parole présidentielle. Au mieux, c'est une pièce au dossier.
Vous dites qu'il n'y a pas de stabilité fiscale, vous dites que c'est un matraquage fiscal, mais vous qui dites souvent que le gouvernement ne cherche pas suffisamment les économies partout, reconnaissez ce soir que le gouvernement a eu le courage de trouver des économies, y compris dans ce sujet sensible. Oui, mais le gouvernement est tiraillé par ses contradictions. Il annonce une chose, mise sous condition de ressources des allocations familiales. Pas moi qui l'ai inventé. Il revient dessus. Et puis, il fait de la bonne vieille fiscalité. Il augmente l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Je ne vais quand même pas encenser ça. Bon, vous dénoncez, mais y avait-il honnêtement une bonne solution alternative? Si on touche aux allocs, eh bien, il y a des protestations. Si on touche aux quotients, il y a du hurlement. Si on ne fait rien, on crie au conservatisme. Réduire toutes les dépenses publiques, prendre au sérieux la situation du déficit et de l'endettement de ce pays, éviter de raconter des billevesées, éviter de mettre en place un système... Mais parce que je ne veux pas me laisser enfermer dans ce sujet étroit, alors que c'est l'ensemble qui est en cause. C'est l'ensemble de la politique économique mais le sujet, et fiscale. Ce sujet précis dont on parle, oui, il vise aussi à droite. Par le passé, Xavier Bertrand et Bruno Le Maire se sont prononcés le premier pour le plafonnement des allocations, le second, et c'était même pour le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy pour la fiscalisation des allocations, et vous? Mais moi aussi, mais dans le cadre d'une autre politique fiscale. Je n'ai aucune espèce de raison de me laisser enfermer dans l'agenda de M. Hollande. Pourquoi est-ce que je lui rendrais ce service? Alors que je conteste ses choix, son mode de gouvernement, ses priorités, la position qu'il crée à la France. Mais non, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez attendre d'une opposition? Je ne vais pas en plus leur servir les plats. L'honnêteté peut-être parfois. Ni la gauche ni la droite n'ont eu le courage de redéfinir, de revoir en profondeur cette politique familiale. Là, on y touche. C'est un premier La politique familiale fait partie des priorités et des fondamentaux de notre pays. Je pense que si la politique fiscale dans son ensemble était différente, plus de niches fiscales, des taux un peu plus bas, on pourrait tout à fait accepter qu'il y ait au niveau des prestations une modulation. Vous savez, voilà mais choix. Je ne l'invente pas aujourd'hui, je l'ai écrit en 2006. Donc il n'y a aucune gêne de ma part à ce sujet, mais certainement pas dans le cadre de la politique de M. Hollande et de son gouvernement. Jean-Louis Gombault, mais une question, ça ne vous choque pas, ça ne vous chagrine pas que les familles les plus riches payent plus d'impôts? Je pense que cette vision est très démotivante, que s'agissant en effet des plus riches, on les incite à partir, s'agissant des classes moyennes, on les incite à ne pas trop en faire, et que pour sortir notre pays de l'ornière, des difficultés, du chômage, de l'atonie de l'économie, il faudrait au contraire que tout le monde soit motivé et se retrousse les manches. Or, le gouvernement socialiste, c'est le moins que l'on puisse dire, ne crée pas une ambiance favorable à l'effort et au travail. Alors, sur la politique familiale, l'analyse de Jean-Louis Gombault, est-ce vrai, Jean-Louis, que ce sont les familles les plus riches, les plus aisées qui vont payer ce supplément d'impôt? C'est à demi vrai. Alors, il faut d'abord bien comprendre que la mécanique même du quotient familial, c'est que dès qu'effectivement vous mettez une limite à une déduction d'impôt autorisée par le fait que vous avez des enfants, pâtit évidemment à ceux qui payent le plus d'impôts. Or, à part deux fois, déjà au mois de juin, ce plafond a été baissé, il est rebaissé à nouveau pour atteindre 2 000 €. Monsieur Hérault nous disait tout à l'heure à midi, ça ne concerne que 1 300 000 familles, soit 12% des familles. Bon, on n'a pas eu le temps de faire l'ensemble des calculs, mais même si on regarde les familles concernées, à partir de 5 800 € pour un couple ayant 2 enfants, vous êtes touché par cette réforme. Donc on ne peut pas dire que c'est uniquement des couches aisées, surtout s'ils habitent par exemple à Paris, ce sont des salaires autour de 2 500 € par mois, ce n'est pas donc des couches qu'on peut qualifiées de particulièrement aisées, même elles rentrent plutôt dans la catégorie des couches moyennes supérieures. Par ailleurs, il y a 2 800 000 ménages qui ne paient pas d'impôts grâce au système du quotient familial. Ça a été dit l'année dernière par une étude de Bercy. Et ces gens-là
pas une partie en tout cas, vont basculer dans le paiement de l'impôt du fait même qu'on baisse le quotient familial. Donc dire que ça ne concerne que les couches aisées me paraît un peu excessif. Et enfin, il n'y a pas que cette mesure dont on parle depuis ce milieu d'après-midi, il y a également d'autres mesures de modulation, de baisse de prestations. Par exemple, je pense à la PAJE, qui maintenant 36% des ménages ne l'auront pas, le fait de la réduction d'impôts pour frais de scolarité qui a été supprimé. Donc il y a quand même beaucoup plus de familles que 1 300 000 familles concernées dans cette affaire. Mais Frédéric, si l'on en croit les nombreux sondages sur le sujet, les Français, je crois que c'était 2/3 d'entre eux, auraient préféré une modulation des allocations familiales. Pour les familles les plus aisées, le gouvernement n'a pas suivi l'opinion, mais son camp peut-être. Oui et non, c'est vrai que dans les enquêtes, une enquête IFOP, JDD du mois de mars ou avril, les Français, une très grande majorité, étaient plutôt sur un plafonnement, parce que ça paraissait plus simple. Le gouvernement a plutôt choisi de maintenir l'universalité des allocations familiales, la simplicité de la mise en œuvre et, il faut le dire, la notion de justice qui est un maître mot du gouvernement depuis le début du quinquennat à travers l'impôt. Les plus aisés vont payer. Maintenant, Jean-Luc Gombault vient de le dire, qui sont ces plus aisés? Est-ce que ces personnes sont vraiment aisées? Et politiquement, le gouvernement a pris 2 risques importants qui vont être mobilisés par l'UMP dans les jours à venir. Premièrement, l'idée que François Hollande renie malgré tout sa promesse faite lors de son intervention télévisée du mois de mars d'absence de pression fiscale supplémentaire en 2014. Et ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en septembre dernier? Qu'est-ce qui fait que François Hollande, pour la première fois dans les sondages d'opinion, je pense au baromètre IFOP, JDD, passe sous les 50% de satisfaits, beaucoup plus rapidement en son temps que Nicolas Sarkozy? C'est le choc fiscal. C'est l'annonce des 30 milliards découpés en 10 milliards pour les particuliers, 10 milliards pour les entreprises, et 10 milliards d'économies d'impôts. Donc, premier risque. Deuxième risque, ça va être une grogne d'une partie des classes moyennes sur le mode « c'est toujours nous qui payons pour les autres », trop riches pour être exemptés d'impôts, pas assez riches pour bénéficier de niches fiscales ou d'exemptions fiscales. Et dans une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, on voyait très bien cette crispation chez les classes moyennes. Le sentiment... Vous avez parlé d'un descenseur social qui vide progressivement les classes moyennes de leur substance dans votre étude, justement. Philippe Marigny, il y a peut-être un mécontentement chez ces classes moyennes, mais il y a eu ce soir des cris d'orfraie de l'opposition, mais ça passe. Les réformes passent les unes après les autres. L'opposition réussit à faire passer ces réformes. Mais ce gouvernement a une majorité. Bon, petite majorité au Sénat, très composite. À l'Assemblée nationale, d'ailleurs, elle rapetisse. Tiens, ça, je me permets de le signaler. Jusqu'ici, il y a une majorité absolue pour le Parti socialiste. C'est peau de chagrin. On attend pour la semaine prochaine 2 élus, UMP ou UDI, n'est-ce pas, à la place de 2 socialistes. Or, ils ne sont plus qu'à quelques sièges de la majorité absolue. Ce qui veut dire que pour certaines mesures délicates à calibrer ou qui peuvent faire apparaître des contradictions internes à gauche, ce ne sera pas si simple. Et on peut comprendre qu'il y ait des allers-retours, qu'on annonce des choses et qu'on ne les fasse pas, comme pour la transparence de la vie politique ou pour les auto-entrepreneurs, par exemple. Peut-être que sur d'autres réformes plus courageuses comme les réformes des retraites, la droite suivra le gouvernement. Peut-être. Qui sait? Nous verrons. Vous savez, c'est grâce à nous que le traité européen a été voté. Parce que monsieur Hollande voulait le renégocier, il ne l'a pas fait. Il l'a proposé à la ratification. Ses amis ne l'ont pas voté. C'est l'UMP qui l'a voté. Philippe Marigny, autre sujet ce soir. Ils sont très en colère. Les poussins, les auto-entrepreneurs restent mobilisés pour défendre leur statut. Selon vous, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils luttent pour leur survie ou pour leur précaré? Ils luttent pour le dynamisme de l'économie. La loi dont Hervé Novelli a été l'inspirateur pendant le dernier quinquennat est une des rares bonnes lois libérales que l'on ait faites. Et en tant que telle, je la revendique. C'est-à-dire le minimum de formalités, le minimum de charges pour créer une activité individuelle, le cas échéant, à titre de complément ou à temps partiel. Et je crois que c'est une chose qui a été utile pour réveiller chez certaines personnes le goût d'entreprendre. Donc, à mon avis, il ne faut y toucher que le moins possible. Alors, Jean-Luc Gombault, on va rappeler que les poussins, ils sont 900 000 à bénéficier d'un système de charges sociales dérogatoire qui leur permet en fait de développer leur business sans dépasser un certain chiffre d'affaires. Mais face à eux, les artisans crient à la concurrence déloyale. Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs où les artisans, bien j'allais dire, sont lésés?
Ils disent ça, mais c'est quand même plus compliqué. Parce qu'effectivement, il y a à peu près autant d'artisans en France qu'il y a d'auto-entrepreneurs, 900 000, 1 million. Le problème, c'est que les artisans, ils embauchent 100 000 personnes par an, c'est considérable, et ils ont une activité absolument majeure dans l'économie française, alors que les auto-entrepreneurs ont une activité que je qualifierais quand même de marginale. La moitié ne font même pas de chiffre d'affaires. Ce que disent les artisans, bon, ils poussent un petit peu le bouchon, parce qu'en réalité, l'artisanat en France, c'est 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Nos pauvres auto-entrepreneurs, c'est 5 milliards. Donc, ils les grignotent à la marge. Mais c'est vrai, on peut comprendre. Dans le bâtiment, par exemple, ils font 1,5% du chiffre d'affaires du BTP. Mais on peut comprendre que cette espèce de zone franche, à côté d'une activité économique qui, elle, paye ses charges plein pot, ça peut quand même choquer ces artisans, d'autant plus que la crise est arrivée par-dessus et que le chiffre d'affaires de ces gens-là, notamment dans le BTP, baisse et ils ont un certain nombre de difficultés. Alors, il y a quelques semaines, on avait droit, rappelez-vous, aux pigeons. Oui. Maintenant, on a droit aux poussins. Oui. Et je vois ce qui nous manque, c'est des aigles, en fait, pour résoudre ces types de problèmes. Ou des faucons. Alors, l'actualité ce soir, Philippe Marigny, c'est le dénouement de la primaire UMP à Paris qui consacre la victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a été élue dès le premier tour à 58% des voix. Qu'est-ce qu'on va retenir? La droite et les primaires, ce n'est pas du tout dans votre culture, dans votre ADN. Bon, en définitive, le résultat étant ce qu'il est, avec une participation honorable, malgré, en effet, ce qu'on serait tenté de penser, eh bien, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Vous êtes optimiste, vous voyez le verre à moitié plein. Hein. La semaine dernière, vos confrères, pour la plupart, daubaient sur le fiasco de l'UMP et puis expliquaient à longueur d'éditoriaux que tout ceci était la meilleure assistance possible pour Madame Le Pen et que nous étions totalement incapables. Alors, ce soir, on a quand même réuni 20 000 électeurs, on a fait fonctionner le truc, le résultat est net et sans bavure, c'est-à-dire tel que aucune espèce de petite manipulation n'aurait pu avoir une incidence sérieuse sur le sort du scrutin. Donc, je pense que c'est un essai très correctement transformé et je souhaite à Nathalie, à partir de cela, le meilleur parcours possible. Frédéric Dabi, oui. On voit le verre à moitié plein, il y a eu quand même quelques ratés, plusieurs rancœurs exprimés. Du point de vue arithmétique, je ne peux que partager ce que vient de dire Philippe Marigny. Nathalie Kosciusko-Morizet est élue au premier tour à 58%. Mais d'une part, la participation est très très faible. 20 000 personnes qui se sont connectées, qui se sont inscrites. On peut mettre ce chiffre au regard des 320 000 électeurs parisiens de Nicolas Sarkozy il y a à peine un an à l'élection présidentielle. La campagne a été extrêmement chaotique, des soupçons d'irrégularité qui ont réactivé l'épisode fâcheux interne de la guerre Fillon-Copé, surtout lorsqu'on pense à l'objectif initial de ce que devaient être ces primaires, c'était créer une dynamique en faveur du candidat qui pourrait affronter Anne Hidalgo. La rampe de lancement, la mise sur orbite. Tel n'est pas le cas. Alors, il y a quand même un espoir. Il semble que les trois adversaires de NKM se rallient à son panache blanc, si je puis dire, et vont peut-être créer les conditions d'une droite en marge de bataille à Paris, où une élection municipale, ce n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Mais la campagne commence maintenant pour de bon. Philippe Marigny, reconnaissez que c'était mieux avant, la droite bonapartiste, un seul chef qui décide de tout, vous étiez en ordre de bataille. C'était franchement pas mal. Mais vous savez, il y a aussi une vieille formule qu'on citait à propos des gaullistes, Jean-Louis Gombault s'en souvient, et ils se déchirent entre eux, mais ils chassent en meute. Alors moi, je pense que la culture de la meute, il faut la faire progresser. Quel terme faut-il employer, selon vous, pour décrire aujourd'hui l'état, j'allais dire l'état clinique de votre parti, l'UMP? Vous savez, nous sommes dans une période où l'échéance essentielle est encore assez loin. Donc, on ne va pas faire un programme, faire des promesses qui seraient complètement déphasées le jour venu. Nous avons une grande référence qui est à l'extérieur, mais qui, je pense... citez-la. Voilà, nommez-la. bon,
voilà, nous Nommez-la. sommes encore sous son ombre. Voilà, Je Nicolas parle Sarkozy de qui est ce Nicolas soir Sarkozy. à Londres, qui Bien rencontre entendu, le Premier ministre bien David Cameron. entendu. Bon, nous avons Jean-François Copé qui tient la maison, qui la tient, à mon avis, plutôt bien. Nous avons une série de personnalités diverses et variées, dont chacune fait entendre sa différence, Oui. ce qui est une grande richesse collective. Donc, il n'y a aucunement lieu d'être inquiet sur la vie interne et sur Voilà, l'avenir vous avez de passé en l'UMP. revue les troupes, mais une chose est sûre, Philippe Marigny, même dans leurs rêves les plus fous, les socialistes, paraît-il, n'ont jamais imaginé une opposition si faible et divisée. Que leur répondez-vous ? Bon, que les socialistes, pour exister, ont besoin de nous critiquer, et même méchamment, et que nous ne sommes jamais parvenus au même degré de méchanceté qu'eux. Merci beaucoup Philippe Marigny, merci Jean-Luc Gombault et Frédéric Dabi, merci pour vos analyses. Messieurs, la dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé ce soir par Cécile Sixou. La métropole de Paris attendra. Les sénateurs ont dit non ce soir à la création d'une nouvelle collectivité regroupant Paris et sa zone dense, soit près de 10 millions d'habitants. Un nouveau revers pour le gouvernement qui peine à faire accepter sa réforme de la décentralisation. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, moi je serais naturellement défavorable. J'ai comme une impression de solitude. L'UMP et les communistes se sont élevés contre la création de la nouvelle métropole et l'abstention des centristes a achevé de mettre socialistes et écologistes en minorité. Association de malfaiteurs, prise illégale d'intérêt, favoritisme, Jean-Noël Guérini a été mis en examen pour la 3e fois ce soir, cette fois dans le dossier sur les marchés publics des Bouches-du-Rhône, présumés frauduleux. En avril, victime d'un malaise pendant son audition, il avait pu échapper à sa garde à vue et aux questions du juge. Son frère a également été mis en examen dans la même affaire. Surprise au MEDEF après un vote du Conseil exécutif, Geoffroy Roux de Bézieux part favori pour succéder à Laurence Parisot. Lors de ce scrutin consultatif, il a obtenu une voix de plus que Pierre Gattaz, celui qui était annoncé comme probable vainqueur. Le nouveau patron des patrons sera élu le 3 juillet lors d'une assemblée générale. Après Israël il y a 2 semaines, Nicolas Sarkozy enchaîne les conférences haut de gamme. Cette fois, il était à Londres, invité par la banque Goldman Sachs pour parler politique européenne. 45 minutes, payé 77 000 €. Il avait pour l'occasion invité son ancien ministre de l'économie, François Baroin. À l'issue de sa conférence, il a rencontré à titre privé le Premier ministre britannique, David Cameron. Pour Plantu du Monde, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. François Hollande, qui n'aime pas trop les reproches de Bruxelles sur sa politique économique, demande aux familles françaises de se serrer la ceinture. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat. Belle soirée, à demain bien sûr et avec plaisir, toujours. La plupart d'entre nous vivons avec une grande illusion protectrice, celle d'être un peu plus intelligent que la moyenne. Comment vivre sans cette illusion ? Nous avons également tous ressenti la blessure de se sentir insuffisant. Mais pour la plupart d'entre nous, il ne s'agit que d'épisodes. Imaginons pour un moment que notre état permanent soit de ne pas pouvoir, ou pouvoir moins que les autres. Et que l'essence même de notre être
soit par là défini. Comment pourrions-nous le supporter ? Donc nous sommes là dans un établissement du ministère des Sports où sont accueillis d'autres sportifs de d'autres fédérations, principalement des sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, depuis quelques mois, vous êtes, pour la majorité d'entre vous, également sportifs de haut niveau, inscrits en liste ministérielle, ce qui en fait vous donne un certain nombre de droits et de possibilités de vous entraîner davantage et dans de meilleures conditions, mais également un certain nombre d'obligations, de représentation, de sérieux dans l'entraînement également. Ce que l'on va faire aujourd'hui, parce qu'on accueille aussi un joueur qu'on ne connaissait pas, qui est nouveau parmi nous, donc on va faire un petit tour pour se présenter les uns les autres. Et il y aura également au cours de l'après-midi les tests de QI. Vous aurez donc possibilité et de vous entraîner et ceux qui ont besoin de passer les tests pourront passer les tests. La majorité d'entre vous les ont passés, pas tout le monde. Maintenant, normalement, il faut avoir en dessous de la moyenne si tu veux faire. non, normal, tu fais les tests normaux. Basket, foot, tennis, tout. Maintenant, on est obligé de faire des tests pour voir s'il n'y a personne qui triche. Pour intégrer l'univers du sport adapté, il faut être atteint d'une déficience intellectuelle, qu'elle soit sévère ou légère. Mais encore faut-il savoir l'identifier. Pour cela, on a recours à un suivi constant et divers examens, basés sur une conception de l'intelligence mesurable et chiffrable. On fait passer aux joueurs des tests de performance intellectuelle et d'adaptation sociale. Mais il s'agit d'une réalité dont les contours demeurent toutefois très flous. Je suis psychologue, donc je fais passer des bilans de QI. Ouais. C'est pour tester le quotient intellectuel. Parce que pour faire partie d'une équipe de sport adapté, il ne faut pas avoir un QI trop élevé. D'accord. Voilà. Donc, je pense que tous les entraîneurs aimeraient savoir si... Alors, est-ce que tu as une idée de pourquoi ils ont pensé que tu avais besoin de passer un test comme ça? Pourquoi ils pensent que peut-être tu relèverais du sport adapté? Tu as des difficultés? Est-ce que ça... En fait, j'ai au niveau mental, non, j'ai pas de difficulté. Mais après, j'ai un bégaiement, en fait. Après, je sais pas si c'est... Il n'y a rien à voir avec la déficience, hein, je te rassure. D'accord. Ouais. C'est juste le bégaiement qui leur a fait penser que tu as... Non, pas du tout. Je pense qu'ils savent même pas que je bégaye. Hein. Ah oui, quand ils montent... En fait, parce que il y a Claude qui était venu me voir à Bordeaux, en fait, qui m'a tout expliqué, tout ça. Et puis je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'étais parti à l'école, que j'ai arrêté super tôt, que j'avais pas des... mais en fait, tu es quand même allé jusqu'en seconde, hein. C'est très bien. Les 3/4 des jeunes ici, ils n'ont jamais vu le lycée, ben non. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres difficultés dans la manière dont tu as de conduire ta vie, de faire tes papiers, tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles ou pas? Non, c'est pas ça, mais c'est juste que je suis pas, comment vous dire, je connais pas vraiment tout comment vous dire ça. En fait, j'ai pas de difficulté. En fait, quand on m'explique quelque chose, en fait, faut qu'on me l'explique au moins une deuxième fois, quoi. Enfin, c'est pas tout le temps que du premier coup que je comprends tout, quoi. Je pense pas que tu sois déficient, mais écoute, on va voir. Maintenant, on va pouvoir démarrer. L'idée, c'est que plus tu vas vite, plus tu as de points. Voilà, ça augmente. Mais je t'expliquerai au fur et à mesure, d'accord ? Voilà, très bien ça. Allez Greg, allez. Accélère Hotman, c'est pour toi. Est-ce que tu sais qui était Victor Hugo? Oui, je sais qui c'était, mais... C'est un écrivain, non? Très bien. Combien ça fait 4 € plus 5 €? 9 €. Pourquoi on peut dire qu'une récompense et une punition, c'est pareil? Ah non, c'est pas pareil. Enfin, une récompense, c'est un truc que tu as mérité, et une punition, c'est un truc que tu as mérité aussi. Ouais, c'est vrai. 6, 9, 4. 4, 1, 7, 9, 3, 8, 6. 4, 1, 7, 9, 8, 3, 6. J'en oublie un, j'ai pas oublié. Qu'est-ce qui manquerait à ton avis là? La dame... Non, pardon.
Les joueurs de l'équipe de France ont tous, à un moment donné de leur vie, franchi le seuil d'un monde pour en atteindre un autre. Celui réservé à ceux qui ne sont pas comme les autres. Fais-toi confiance. Ok. À la différence des autres joueurs, Badou vient du milieu dit ordinaire. Il gagne sa vie dans le club de basket de Bordeaux depuis 10 ans et n'a jamais fréquenté aucune institution spécialisée. Comment tu vois les 4 angles du cube, là, tu vois, sur le dessin? Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, on lui parle d'un éventuel handicap mental. Comme ça? Regarde bien. Comme ça. Non. Pour faire partie des équipes de France adaptées, il faut avoir une certaine moyenne, c'est-à-dire en dessous de la moyenne normale, quoi. Au départ, si tu veux, j'avais un peu d'appréhension, tu vois, j'avais un peu la pression, je me disais, ouais, qu'est-ce que ça va être ce test et tout ça. Et puis en fin de compte, je trouve que ça va, hein, je trouve que ça me rappelle l'école un peu et que j'ai eu de bonnes réponses, je pense. Enfin, la prof m'a fait savoir que c'était bien ce que je faisais, donc voilà, je croise les doigts, mais bon, après, bon, si franchement je suis pas dans cette équipe, je serais super déçu, quoi, quand même, tu vois. Après, je sais que c'est comme ça, hein, après, bon, voilà, dans l'environnement et tout ça, je sais qu'il y en a qui percevront mal voilà, le regard des gens et tout ça, comme quoi, ouais, bon, c'est l'équipe de France, mais bon, apparemment, ils sont un peu handicapés, ils ont quelques problèmes mentaux et tout ça. Moi, franchement, ça m'a pas dérangé, parce qu'en fait, moi, je juge les gens, en fait, par rapport à leur amour, je sais pas comment vous dire, pas par rapport à ce qu'ils sont, s'ils sont malades ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, j'aime bien les gens qui sont sincères, honnêtes, qui disent ce qu'ils pensent et tout ça. Et eux, ils sont comme ça, en fait. Tant que je les comprends et qu'ils sont honnêtes avec moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Les résultats du test arrivent à la nuit tombée. À sa plus grande joie, Badou pourra intégrer l'équipe de France, car il est reconnu déficient intellectuel. Ensemble, les joueurs vont se préparer pour les Global Games, la plus grande compétition internationale de sport adapté qui aura lieu cette année en Italie. Badou est face à un véritable paradoxe. Sa recherche de réussite sportive passe par l'acceptation d'une déficience mentale. Ils peuvent dire basket, normal, mais ils disent basket sport adapté, parce que peut-être il y a des gens qui ont des difficultés, ça soit pour le langage ou je sais pas. Après, là, le physique, ou peut-être le regard des gens. Mais après, le regard des gens, moi, franchement, physiquement, moi, je sais pas, je marche dehors, les gens ils vont pas dire « Ah, mais t'es un handicapé, je suis normal. » Demande, face au jeu. Bon, la plupart des gens qui font du basket, la plupart sont tous normaux. Hein. Après, chacun a ses défauts. Hein. Je ne suis pas différent, je suis comme tout le monde, je suis normal. Hein. Parce qu'il y a des gens, j'en suis sûr, ils sont au lycée, tout ça, ils sont encore plus bêtes que moi. Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ah ouais, moi, je suis pas bête. Hein. Encore. Face au jeu. Et par attention, marché, Othman. Othman, je me mets face au jeu, tout de suite. Et là, tu prends le temps. Tu prends le temps de regarder ce qui se passe. Et c'est quoi ton pied de pivot, là? C'est quoi ton pied de pivot? Regarde mes pieds. Nico, t'es prêt? Quel pied j'ai le droit de bouger? C'est le pied gauche qui doit bouger. Ça, on l'a déjà vu, Othman. Tu remets tout ça en place dans ta tête? Demande la balle, face au jeu, voilà. Voilà, merci. Très bien. C'est vrai que pour des personnes lambda, de les voir par exemple évoluer sur un terrain de basket, ils vont se dire mais il n'est pas handicapé ou il n'a pas de difficulté. Les difficultés, elles ne sont pas physiques. Hein. Ils vont bien jouer au basket, ils vont bien tirer au panier, ils vont bien défendre, ils vont bien courir, ça, il n'y a aucun problème au niveau moteur. Mais c'est vraiment dans... Par exemple, le basket, c'est vraiment dans leur compréhension. Othman, je veux voir un beau tir. Je veux voir un beau tir, un vrai tir de basket. Lève bien ton bras. Hein. Plus haut encore. Écoute. Je veux que ton ballon il monte plus. Et à la fin, je veux que ton bras il soit vraiment haut et ta main, elle va vraiment vers l'avant. Toi, ce que tu fais, c'est ça. C'est pas bon. Et je veux que tu fasses ça. Tu vas bien casser vers l'avant. Mets ta main sur le côté, là. Voilà, et tu montes vers le haut. Tu montes vers le haut. Tu montes vers le haut. D'accord. Vas-y, monte vers le haut. Monte vers le haut. Monte vers le haut.
Voilà, je veux ça. La gestuelle, c'est ça. Tu comprends comme ça? Oui. Ouais. J'oublie pas pourquoi je les entraîne et j'oublie pas que, moi je le dis, ce sont des personnes qui sont handicapées. Donc ouais, il faut être vraiment sérieuse avec eux. Où se trouve la frontière entre une personne handicapée mentale et une personne dite normale? Je n'arrive pas à la situer, mais je ne peux m'empêcher de la chercher. Quand je pose mon regard sur ces joueurs, je me surprends à guetter ce qu'il peut y avoir en eux de différent. Le fait qu'ils m'aient été présentés comme handicapés mentaux m'oblige d'une certaine manière à chercher en eux quelque chose qui ne va pas. Si on ne me l'avait pas dit, quel regard porterais-je sur eux? Et surtout, si on ne leur avait pas dit, quel regard porteraient-ils sur eux-mêmes? Ça va? Je sais pas. Ça va? Alors, là, tu vas faire... Et souffle. Voilà, très bien. Ok, tu peux respirer normalement. Il y a quoi par terre, le dos, ta terre costaud. T'es tombé par terre? Ouais. Sur le dos? Oui. Et c'est pour ça que tu as mal? Oui, je comprends. Ah. Ici, hier. Hier? Ah oui, d'accord. C'était au dos et c'était par terre, Ouais. en haut, en bas, en haut. En haut et en bas? Ouais, c'est le haut dos. En haut du dos et en bas du dos? Ouais, le dos costaud. Ah ouais? C'est tout ça. D'accord. Comme ça. D'accord. Ouais. Bah, mets-toi sur le ventre. Mais tourne et mets la tête là, dedans. Ah, c'est là. Ah, yeah. Oui, comme moi, ouais. D'accord. Maintenant, lève-toi et mets-toi le ventre sur voilà, sur la table. Comme ça, avec la tête dedans. Ok? Ouais, allonge-toi. Toi. Non, mais ça, ici. Avec les jambes, hein. Au dos? Ouais, sur le... Voilà. Bah oui, je sais pas expliquer. Et tu peux mettre la tête là, dedans. Voilà, comme ça. Très bien. Mal, d'accord. Oui. Mon parcours scolaire a été difficile, mon enfance aussi. Je me suis battue pour apprendre un métier. Je n'ai pas réussi à avoir de diplôme. Mais j'ai un emploi depuis 8 ans dans un magasin, petit commerce. J'aime travailler. Aujourd'hui encore, je veux travailler en milieu ordinaire. Je demande à avoir une RQTH en milieu ordinaire. Maintenant, je veux trouver un autre travail et je pense que ça peut m'aider. L'univers du handicap est un univers technocratique, jalonné de sigles et de filières de prise en charge. Pour ces jeunes, le chemin est souvent tout tracé. Dans un premier temps, lorsqu'ils sont désignés comme déficients intellectuels, et quel que soit leur degré de difficulté, ils sont orientés dans des IME, des instituts médico-éducatifs. Et à l'âge adulte, ils sont souvent dirigés vers des ESAT, des centres de travail pour handicapés. Ils sont constamment pris en charge, sauf dans des cas particuliers, comme celui de Grégory, qui lui a toujours réussi à travailler en milieu ordinaire. Malgré tout, aujourd'hui, il ne parvient pas à se défaire totalement du statut de handicapé. En France, il y a une loi qui dit que dans les grandes entreprises, une partie des employés doit être reconnu travailleur handicapé. Alors, ça peut être handicap mental, handicap psychique, handicap physique, handicap sensoriel. Et du coup, si ces grandes entreprises n'emploient pas ces personnes handicapées, elles payent une taxe. Du coup, c'est plus facile quand on est reconnu travailleur handicapé de pouvoir être embauché par les grandes entreprises en France.
Par contre, il est vrai, et là je vais redonner la parole à Greg parce que c'est lui le principal intéressé, que quand on lui en a parlé à Grégory, ça l'a quand même, au début ça t'a pas plu. Soyons, refaisons bien l'histoire. Au début ça t'a pas plu, mais est-ce que tu te souviens pourquoi ça t'a pas plu au départ? Je dirais pas que c'était, c'est pas que ça me plaisait pas, je vais pas dire que c'était un doute, mais je pense que c'était une peur. Peur de, par exemple, je sais pas, je me suis dit, ouais, ça va me faire aller en, comment elle appelle ça, Christiane? En ESAT, et franchement, je me vois pas aller là-dedans, quoi. Après, si j'ai pas le choix, si j'avais pas eu le choix, peut-être oui, mais moi, voilà, c'est juste travailler dans le milieu ordinaire et rester, c'est tout. J'ai une difficulté aussi, mais je sais pas, ma façon de travailler et tout, honnêtement, ça aurait pas été pour moi. Et quand tu dis j'ai des difficultés, tu peux développer un petit peu? Ça veut dire quoi concrètement? Comment tu vois ça? De toute façon, si je demande ce dossier-là, s'ils m'acceptent, c'est parce que ils vont bien le voir, d'après ce que j'ai écrit là. Peut-être que cette difficulté, elle peut venir de beaucoup de choses. Hein. Elle peut venir de, je sais pas moi, dans l'enfance. Par exemple? Voilà, c'est marqué de toute façon. Ça peut venir de beaucoup de choses. Donc, après, peut-être que ces difficultés, je les ai plus. Peut-être que je les avais avant, mais là, je les ai plus. Enfin, j'espère. Donc, étirement, Greg, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Comme ça. C'est bon. Lionel, lui, ça a été, au fur et à mesure des saisons qui passaient, il a été de mieux en mieux accepté par rapport au groupe. Mais au début, c'était, je pense, assez difficile pour lui, parce que sur le terrain, tu vois qu'il a quand même des difficultés, malgré, tu vois, il est grand, tu te dis, ouais, tu vas le mettre en dessous, tu vas lui donner les ballons, tu veux qu'il marque les paniers et tout, c'est compliqué, il n'attrapait pas les ballons, donc toujours, ils étaient toujours dans la critique par rapport à lui balancer des ballons inattrapables par lui sur un terrain, toujours en train de lui crier dessus. Donc on a fait une réunion avec les joueurs pour leur dire que voilà, Lionel c'était un joueur comme tout le monde, il fallait qu'il soit accepté au même titre que tout le monde. Et depuis ça va très très bien. Sérieux, depuis ça va très très bien. Est-ce que tu crois que, peut-être parce que dans son cas, le handicap était très visible, ça les mettait mal à l'aise? Le handicap, il est très visible. Dans son cas? Ouais, dans son cas, ouais. Voilà, parce qu'il a des problèmes de vision, parce qu'il a des problèmes d'ouïe. Donc oui, c'est plus compliqué pour lui. Il a aussi des problèmes de langage, donc c'est vraiment plus compliqué pour lui de s'exprimer et tout. Peut-être que ça leur a fait remonter des souvenirs par rapport à quand ils étaient en IME, ou je sais pas, moi. Je sais pas, mais maintenant que ça se passe très bien, c'est l'essentiel. Lionel. Viens, Alexandre. Regarde. Je suis Kamel. Tu as fait comme ça. Et moi, je suis parti. Et non. Il y a Kamel, Lionel et le panier. Donc en fait, tu sais, tu as déjà fait un premier test pour obtenir la licence internationale avec la psychologue. Et donc là, on va avoir un entretien un petit peu pour voir comment tu gères ta vie de tous les jours dans le domaine de la communication, écrite, orale, ton autonomie, comment tu vis et tes relations sociales avec tes amis et ta famille. Donc toi, tu as un groupe d'amis avec qui tu sors ou que tu vois régulièrement?
Non, je suis solitaire, moi. T'es un solitaire? Ouais, je suis comme dans les D'accord. films. Non, allez, Je rigole. sérieux. Non, c'est vrai. Non, j'ai des copains, mais mon copain, c'est moi-même. D'accord. J'aime- Parce que comme ça c'est clair. Bah ouais. D'accord. C'est mieux d'être seul, mal accompagné. Le plus important, Mais c'est tu la pourrais famille. être bien accompagné. Ah non, j'aime pas. Ça va me freiner. Ça va te freiner. Ouais, D'accord. c'est pas bon. Et je préfère rester tranquille. Mhm. Au moins, je suis pas connu aux forces de police. On sait jamais. Bon. En dehors du basket, est-ce que tu as un passe-temps favori? Les femmes. Oui. Là, je rigole. Oui. Non, non, c'est normal, ça. C'est Mhm. normal. Je suis pas marié encore. Je suis jeune un peu. Faut... Mhm. Est-ce que tu as actuellement une petite amie? Moi, ouf. Non, à ce moment, c'est sec. T'as pas de petite amie? Non, c'est pas que j'ai pas de petite amie, mais c'est fou. Là, j'ai pas de... En fait, je voulais dire, j'ai des Oui. copines, mais Oui. pas une femme encore posée. Quand on t'empêche de faire quelque chose que tu veux faire ou d'avoir quelque chose que tu as envie d'avoir, est-ce qu'il t'arrive de te mettre en colère? Moi, faut pas m'énerver, parce que... Oui. Non, en fait, je suis gentil et tout, mais si quelqu'un commence à me donner chaud, mon visage, il change. C'est difficile la colère, oui. Je deviens... Tu arrives à te contrôler ou des fois tu ne peux pas te contrôler? Bon, maintenant, j'arrive à me contrôler parce que j'ai grandi, mais à l'époque, j'étais dangereux. Hein. Bon, après, maintenant, on ne sait jamais. S'il y a une personne qui m'énerve, c'est fini. Hein. Oui. Faut savoir se défendre, on ne sait jamais. Hein. Donc ça, ce sont les données qui vont être transmises à la psychologue qui a fait son test de quotient intellectuel. Elle va également avoir toutes les notes qu'elle a prises, les notes aussi que j'ai prises sur son itinéraire de vie et puis son itinéraire scolaire et en institution. Où bien sûr, là on voit que très vite, ça s'est manifesté clairement dès 7 ans, donc je dirais dès l'apprentissage de la lecture, c'est souvent le cas, c'est vraiment là qu'on rencontre les difficultés, où il a très vite été orienté vers des classes spécialisées, aménagées ou des institutions. Je suis quand même interpellée par sa grande difficulté dans le domaine de la socialisation, compte tenu qu'il est dans un sport co, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc peut-être à nous, connaissant ça, d'être attentifs sur ce point-là et que ça ne soit pas une difficulté à un moment donné, voire un frein pour lui et pour les autres. Comme tous les mois, Padou arrive de Bordeaux pour participer au stage d'entraînement de l'équipe de France. Aujourd'hui, il a raté son train et comme il ne peut pas se rendre de manière autonome au pôle sportif, la fédération m'a demandé d'aller le chercher. Je lui sers de guide dans les méandres du métro parisien. Donc à Paris, c'est sûr que je suis perdu, quoi. Tu me poses là dans la ville, je sais même pas comment rentrer, quoi. Même pas comment aller chercher un hôtel ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça me fait rire parce que voilà, je suis comme ça, quoi. Je suis désorienté, moi. Un truc de dingue. Vraiment. Je sais pas du tout lire un plan, moi. Tu vois, donc voilà, pour moi, n'importe quel plan, c'est la merde. Enfin, pardon, c'est pas la merde, mais c'est chaud, quoi. Excusez-moi pour le gros mot aussi. Et voilà, là, tous les plans que tu me fais là, tu me fais un plan, je laisse tomber, je comprends rien du tout. Bon, j'espère que ce matin ça va, pas trop fatigué. Vous m'avez l'air en pleine forme, même Badou. Donc je veux 6 joueurs là-bas, 4 là-bas. Et juste un ballon ici, un ballon là. Les autres, vous les virez. Moi, personnellement, je me sens pas concerné, en fait, parce que j'ai jamais eu de problème mentaux. Enfin, je me suis jamais fait suivre par un médecin pour un problème mentaux, pardon, ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve que les joueurs avec qui je suis là, enfin, de mon équipe, en fait, je trouve qu'ils sont comme moi, quoi. Franchement, j'ai l'impression qu'on se ressemble, en fait. Tu vois, il y a pas de différence, il y a que dalle, quoi. Tu vois, je pense que j'arrive à parler bien avec eux, j'arrive à les comprendre et tout ça. Pour moi, en tout cas, ils sont normaux comme les autres, en fait. Arrête tes écrans là, merde! Hé, tu parles autrement, ok?
Il n'a pas compris ce que tu lui dis, donc 10 fois tu vas lui dire la même chose, 10 fois ça va être la même. Ça sert à rien de s'énerver, ça il faut le comprendre. Balle jaune. Jaune côté. Ok, pas d'écran. Reste là, reste là. Venir faire ça, tu le fais pas. Tu le fais pas. D'accord? Bon, après, je pense que le plus qui a du mal, mais bon, il est adorable, tout le monde le sait, c'est Lionel, quoi. Quand je suis arrivé, il m'a fait un sourire comme ça, déjà, quand je suis arrivé. J'ai dit, ah, j'ai dit, lui, c'est bon, lui, il doit être comme moi, il doit faire que sourire et tout ça. Et je trouve qu'il fait plein d'efforts. Je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts parce que c'est pas évident. Mais franchement, moi, personnellement, j'ai aimé parce qu'il avait toujours le sourire. Malgré que je comprenais pas tout ce qu'il disait, c'est pas évident pour nous aussi. Tu vois, parce que quand il parle, nous, voilà, des fois, on comprend pas tout. Mais on essaye en tout cas. Donc voilà, moi Lionel, voilà, c'est mon petit frère. Je sais qu'il est jeune et tout ça. Donc on va s'occuper de lui. Et franchement, on le lâchera pas, quoi. Il sera toujours avec nous, quoi. Salut. C'est combien ça? T'as acheté combien? 150? Ouais, c'est tout. 150 euros. Non. 200 euros? Non. 34 euros. Non, c'est pas possible. Et 3, ça fait 4 euros. C'est 34 euros? C'est Ouais. les soldes. 4, 3, 4 euros. 34 euros. 34 euros? Voilà. D'accord. Ça pas cher. Ouais, c'est ça, copine. Alors curieusement, moi qui ne suis absolument pas spécialiste du handicap ou de la déficience, c'est pour Lionel que je me pose la question de la déficience. Parce que Lionel n'entend pas bien, ne voit pas bien et prononce pas bien du tout. Ce qui fait que la communication, elle est complètement altérée. Par contre, quand il comprend, par sa propre observation, il comprend des choses très fines, très complexes et très subtiles. Et je suis, moi, en train de me demander, mais tout à fait empiriquement, s'il est vraiment déficient intellectuel, ou est-ce que ce ne sont pas les canaux de communication qui fait qu'il est quasi intestable et que du coup il se retrouve inadapté, mais pour des raisons physiques ou mécaniques et pas pour des raisons intellectuelles. Heureusement que je ne suis pas spécialiste, ça me permet de le dire, mais je me pose la question. Ils ont dit, c'est ça, il a dit à toi. Toi. Il a dit où, toi? Quand tu vas avoir un entretien d'embauche, les gens qui veulent t'embaucher, ils vont te demander en quoi tu es handicapé. Tu vas leur répondre quoi? S'il faut que tu la prépares, cette question. Je vais leur répondre que je sais pas. Enfin. Donc tu arriverais à mettre un peu des mots là-dessus, toi? Non, mais moi, je sais pas. Justement, vu que toi, tu sais, Marie-Paul et ça, c'est quoi? Je préférerais que tu essayes de dire tes mots à toi. Non, mais si je te dis quelque Parce chose... que moi, si je te dis ce que j'en pense, précisément avec les mots, tu vas rester fermé dans ces mots-là. Non, j'aimerais bien savoir pourquoi, pour que la prochaine fois, comme pour ça, si jamais sur la lettre de motivation, ils me disent, ouais, mais vous avez la QTH, là, quel est votre handicap? Voilà, savoir quoi répondre. Au moins, là, je me sens moins con. Parce qu'on me l'a déjà, des fois, on me le demande, hein. Je sais pas. Ça se met la grosse. Tu veux vraiment savoir? Ben oui. Eh ben, tu Personnellement, je sais pas. Tu demanderas à Martine au prochain stage. C'est qui ça? C'est la psychologue. Elle est le professionnel pour répondre à ces Non, mais elle ne me questions. connaît pas, elle ne va pas me dire... Eh ben, tu lui demandes un temps, tu dis que tu te questionnes sur ces questions-là et que tu aimerais bien en discuter avec elle. Et après, elle va me dire c'est quoi mon handicap? Elle va te donner des pistes. Rendez-vous la semaine prochaine? Ouais, ouais. Je serai là, hein. C'est pas un problème. On est prêts? Allez, allez, allez! Je sais pas, toi. Recule! Sprint! Là-bas, 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 là-bas. Où là où tu vas, Hotman? Là-bas, 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 là-bas. Bien, Hotman, écarte bien tes appuis. Pas mal. Walika! Hop, hop, course arrière. En avant. Allez, allez, allez! Dans la tête, dans la tête, dans la tête! Allez! Là! Lionel, t'es perdu! Et alors!
Allez, radar bleu. On en est venu à discuter que ce mot de handicap, il veut tout et rien dire. En tout cas, il n'y a rien de visible chez lui, pas de handicap moteur. Que c'est plus, comment dire, un apprentissage plus lent, on va dire. Voilà, il lui faut plus